Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Donc, on va commencer la séance maintenant. Merci tout le monde de participer et un bon webinaire à tout le monde. Donc, nous sommes live. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la série des dialogues. Il y a encore quelques personnes qui arrivent à la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la série des dialogues. Je suis Ernesto Broderson. Je suis un des représentants et il y a beaucoup de choses à voir avec technologie, administration. Et prochain diapositive, s'il vous plaît. C'est une séance sur l'initiative digitale. C'est l'agenda d'aujourd'hui. Et après, nous aurons les présentations de Maria Kitanova qui va partager un peu plus sur la discussion de l'expérience française sur l'interopérabilité et après une discussion et bien sûr, vous pouvez participer très activement avec des questions et il y aura une partie de questions et réponses. Quelques règles pour suivre. Nous avons le bouton de questions et réponses. Vous pouvez l'utiliser. Et nous avons aussi une session de commentaires et vous pouvez les écrire, aussi mettre des références que vous avez, les liens, les ressources qui vont nous aider dans la discussion, mais bien sûr que les questions doivent être mises dans la session Q&A. Et aujourd'hui, nous avons l'interprétation simultanée. C'est disponible en français, espagnol et anglais. Donc, vous pouvez choisir la langue préférée dans le menu interprétation. Et finalement, cette session sera enregistrée pour partager un peu plus avec tout le monde, y compris les personnes qui n'ont pu participer. Donc, pour la prochaine chose, qu'est-ce que c'est l'initiative de convergence numérique? C'est un effort conjoint par la OSP 2030 et avec l'engagement des membres et gouvernements et partenariats de développement aussi avec le secteur privé et des institutions et des pays pour connaître qu'est-ce que c'est l'interopérabilité dans cet espace de consensus. Bien sûr que les pays sont différents et ils sont dans des phases différentes de ce développement, mais les systèmes doivent donner une protection et être dans un écosystème où il y a de l'innovation et où les systèmes parlent les uns avec les autres pour promouvoir l'intégration avec les standards et aussi avec le temps, les coûts, la flexibilité d'après les différents pays qui participent de cette initiative. Mais avec ça, il y a beaucoup de points de vue différents et il faut construire un consensus avec tous les composants qui parlent les uns avec les autres et pour que les systèmes soient très sûrs contre le futur, le changement. Et le prochain diapo, s'il vous plaît, on va parler de l'expérience française. C'est une opportunité unique de voir comment la France spécifiquement s'est engagée pour créer des solutions
sur l'interopérabilité et notre première présentation va parler un peu de ça et elle va partager. C'est la 6e séance que nous avons. Nous avons eu déjà des séances sur l'expérience de Cambodge, Chili et d'autres pays, Inde, et qui ont montré comment ils se sont engagés dans cette initiative. Prochain diapo. Vous allez voir le lien que nous avons avec toutes ces ressources disponibles à vous, aussi avec les présentations d'aujourd'hui et aussi l'enregistrement sera disponible sur le site Internet que vous pouvez voir. Et pour des introductions très brèves, je vais présenter Maria Kitanova. C'est la directrice de IT Landscape and Expertise Information Systems Department de la CNAV. C'est une compagnie d'assurance française. Et ça fait 3 ans déjà. Elle a 15 ans d'expérience dans plusieurs institutions et aussi dans des fonds de bénéfices et aussi des agences en France. Et elle est graduée aussi et a un master en coordination de sécurité sociale. Nous avons aussi comme une personne qui va participer des discussions, Andrés Chamba est un représentant du programme de la politique de protection sociale de World Food Programme qui va implémenter des programmes avec plusieurs gouvernements pour garantir qu'ils développent des politiques durables pour les systèmes. Et aujourd'hui, il développe un framework et des outils pour agréger la surveillance pour le programme pour la protection des nations. Nous avons aussi la participation de Sudha Surjain comme un directeur associé de la PricewaterhouseCoopers. Il a presque 15 ans d'expérience aussi dans des plateformes de sécurité sociale, projets de transformation des gouvernements. Il a travaillé déjà dans plusieurs pays, et Inde, Maroc, etc. Divai. Bonaparte Rumia Biuma, qui est responsable pour la sécurité sociale à Rwanda, a beaucoup d'expérience de planification et recherche pour la planification et la révision de la sécurité sociale et aussi l'aménagement des données pour le risque et la planification. Il a étudié mathématiques à l'Université de Rwanda et aussi un master de sciences des données. Et donc, avec ça, on passe la parole à Bonaparte. Et donc, on vous souhaite un excellent moment pour vous. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère que le dialogue serait très intéressant pour nous. Nous avons Maria comme intervenante et aussi Ernesto qui va participer de la discussion à la fin.
on va passer la parole à Maria et après, une discussion. Et donc, la présentation va être en anglais, mais nous avons l'interprétation simultanée vers le français et vers l'espagnol aussi. Je vous encourage de participer, de vous engager. Nous avons le chat ou le Q&A, pas seulement pour les questions et réponses, mais aussi pour recevoir vos commentaires, vos idées, mais aussi les questions, les doutes. Comment est-ce que le système fonctionne pour vous, chez vous, votre pays, etc., votre organisation? Et donc, merci beaucoup tout le monde qui est ici avec nous aujourd'hui, ce webinaire pour un dialogue très positif. Donc, Maria, vous avez la parole. Et après, des questions. Merci. Merci, Bonaparte. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Merci, Ernesto. Une introduction de la part de Bonaparte. Merveilleuse. Donc, moi, je vais tout d'abord vous présenter. On va vous présenter comment fonctionne le fonds en France, notre rôle, notre réseau. Et après, je vais vous expliquer un système d'échange de données que nous avons construit et pourquoi, notamment pourquoi il a été construit. Et à la fin, je vais vous présenter les données du système de ce système d'échange est capable de distribuer ou disséminer auprès de nos partenaires en ce qui concerne la sécurité sociale. Dans le domaine public. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est INAF, ce fonds en français, est responsable pour ça en France? Et la contribution qui paye ceux qui sont en chômage maintenant. Et donc, ça, ce sont les travailleurs. Donc, nous payons 55 millions d'euros à 15 millions de personnes en 62 pays parce que nous avons des retraités en chômage qui habitent outre-mer, des autres pays, et nous avons 20 millions de travailleurs. Et donc la dernière figure dernier chiffre est très important pour parce que surveiller ce que nous avons. Donc, voir on peut voir ici, que nous avons plus de 15 millions de retraités. Donc, on peut voir que les activités dépensent dans le secteur privé davantage.
Donc, nous avons des affaires, des dépenses très considérables, très importantes. Ce chiffre, Donc, ce numéro, les informations ici sont très importantes pour nous afin qu'on puisse utiliser nos actifs et nos intérêts dans ce domaine. Je vais vous en parler davantage juste après. Eh bien, nos missions, ou une autre mission que nous avons, ou les missions les plus importantes, en France, lorsque la personne arrête de travailler, nous avons une retraite individuelle. Les détails des salariés, les contributions sont édictés à cette comptabilité chaque année ou chaque mois. Et ces données, cela contient la déclaration sociale qui est remplie par les employés. Il y a juste une simple déclaration, donc elle est très simple en fait. Donc, c'est juste une déclaration qui est remplie et ces données, ces historiques sont insérés dans une base de données au niveau national de la sécurité sociale en France. Donc, ces données peuvent être utilisées et envoyées à nos partenaires et la régulation qui régule tout cela. Donc, pour pays, qui est utilisé pour le calcul des pensions. Et donc, comme j'ai déjà dit, il y a deux systèmes qui existent en France. Et donc, nous avons besoin de ces données pour tous les systèmes, pour tous ces différents systèmes. Et aussi, nous avons la mission de payer les pensions à chaque mois. C'est un paiement chaque mois. Et donc, ici, c'est l'autre diapo. Mais enfin, des retraités et aussi pour faire tous les calculs et donc on travaille beaucoup avec le gouvernement français pour travailler avec le budget annuel de sécurité sociale, mais aussi la loi. Et nous travaillons aussi avec toute la régulation, ce qui concerne les pensions. Et nous avons un newsletter numérique
où tous peuvent accéder, tout le monde a accès. Et comment est le réseau? Comment ça fonctionne, notre réseau? Et donc, nous avons de l'assurance pour les retraités et aussi de la santé occupationnelle. Dans chaque région en France, nous avons 15 représentations partout en France et 286 centres de réception en France. Et aussi, nous avons 11 succursales outre-mer dans les autres départements. Et aussi un site web. Et nous avons plus que 12 millions de comptes personnels jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et donc, NAV a ce rôle d'opérateur ici. Ce rôle comme opérateur au département de la sécurité sociale et la délégation a deux solutions que vous pouvez voir ici, DGE et API SECU. Ce sont des solutions clés avec l'administration française. Et quel est TGI? Le prochain diapo, s'il vous plaît. Le système d'échange. Ça, c'est une plateforme pour la dissémination de données d'affaires et les différents services. Et chaque service correspond à un échange spécifique. Et aussi, il y a la coordination entre le partenaire et les services. Et la gouvernance est garantie par les représentants de chaque organe du ministère pour accéder les accords et les ressources. OK, donc quelques statistiques, quelques chiffres. Prochain diapo, s'il vous plaît. Merci. En 2021, DGE a offert 40 services pour 277 membres et c'est plus de 11 millions de messages et plus de 143 millions de appels web service. La plateforme est ouverte 24/24 tous les jours et pour la garantie de la disponibilité de 99% des heures et 95% dans les week-ends. Nous avons un niveau très élevé de disponibilité. Prochain diapo. Merci. Donc,
Quel type d'échange est-ce que nous proposons? D'abord, il y a la distribution des archives. C'est possible de produire un archive sans attendre la réponse qui a été envoyée. Et les données de business reçues sont disséminées pour les clients totalement, sans des modifications. Et le type plus utilisé permet un volume très élevé de données. Par exemple, dans le contexte de la dissémination de la recette mensuelle, on travaille avec 1000 à 1500 archives générées par le référence IS, c'est-à-dire les données de ressources mensuelles. Je vais parler de ça après. Et il faut distribuer et disséminer ces données chaque mois. Le DGE donne le DRM la garantie de la livrance des archives. Donc, quel type de message est-ce que nous pouvons offrir et distribuer? Prochain diapo. Comme je vous ai déjà dit, nous avons la distribution des archives, mais nous avons aussi la transmission des messages. Prochain diapo, s'il vous plaît. OK. Nous avons beaucoup de messages pour plusieurs destinataires. Et c'est possible de savoir où c'est chaque message et où elle va. Nous avons la possibilité de déposer les messages dans les archives ou en temps réel aussi. Par exemple, quand une personne assurée fait ça en ligne sur le site, comme je vous ai dit, le service va envoyer l'application à le DGE en temps réel en spécifiant les organisations destinataires. Le DGE va agréger les sollicitations reçues et transmettre un archive tous les jours. Nous avons plusieurs organisations et la sollicitation donc sera traitée par les organisations par rapport aux différentes personnes. En 2021, plus de 1,5 million applications ont été envoyées ou soumises avec le DGE. Et un autre type d'échange, c'est l'acquisition en temps réel. Prochain diapo. Oui, l'échange synchrone en temps réel. Non, c'est le précédent. Pardon. Oui. L'acquisition en temps réel, ça permet quand un client fait la sollicitation à plusieurs fournisseurs pour un groupe de messages dans une période de temps et pour que la réponse soit possible. Par exemple, le Info Retreat, c'est un portal, c'est un site web qui offre des services aux personnes retraitées et ça indique la quantité reçue de chaque schéma qui a été contribué. Le service demande le DG à collecter des informations en temps réel à partir de plusieurs schémas et ça permet dans un appel à le DG faire l'agrégation des réponses de plusieurs fournisseurs de données
en moins d'1 seconde. Donc, il y a ce type d'échange, il y a en temps réel, synchrone aussi. Nous allons voir dans le prochain diapo. Donc, c'est un fournisseur SOAP au REST. Un ou plusieurs clients peuvent accéder au service du fournisseur à travers d'une seule station de la plateforme. Par exemple, le Key Repository RGCU fournit un service en temps réel pour les partenaires. Je vais vous expliquer ça, ce type de données après. Et pour faciliter et dynamiser les réunions avec les partenaires, les services sont disposés sur le DGE et le DGE aussi permet la surveillance de la consommation des services. Donc, nous avons ce système d'échange de données et il y a aussi d'autres systèmes, mais nous avons aussi le API Secu, c'est une autre solution. Prochain diapo. API Secu. Et pourquoi API Secu? Pourquoi cette deuxième solution? L'idée, c'était de créer une solution de gestion des API parce que il faut attendre les sollicitations des services publics, des institutions et aussi parce que il y a les compromis pour faire la numérisation jusqu'à 2022 des 5% des procédures. C'était une forme de simplifier les procédures pour les utilisateurs et aussi pour nous raconter d'une seule fois ce qui se passe. Ce principe tell us once, parce que nous avons plusieurs données et l'objectif, c'est de les utiliser sans aucune sollicitation pour les personnes individuelles, les personnes assurées. Qu'est-ce que c'est le processus? Nous avons API Sécu. Bon, le design de ce système a l'objectif de donner le pouvoir aux fournisseurs de services dans le processus de solliciter accès aux données. C'est en français l'image, mais c'est très simple de comprendre. Vous avez les fournisseurs de services, un site web et les institutions, les organisations peuvent solliciter l'accès aux données et après, nous pouvons permettre ou non l'accès. Et après, les organisations ou les institutions peuvent consommer les données directement. C'est très spécifique. Prochain diapo. Parce que peut-être le prochain encore. Et c'est possible de permettre accès aux données et encore respecter la situation actuelle.
parce que les données seront exposées basées sur le principe REST avec un format JSON et nous avons un haut niveau de sécurité et d'authentification aussi. Et nous offrons aussi la documentation sur un portail des institutions ou pour les organisations. Et elles ont aussi la possibilité d'utiliser un sandbox pour le développement de leurs applications clients. Donc, prochain diapo, s'il vous plaît. Merci. API Sécu, c'est partie du framework législatif imposé par TELUS et aussi ça donne la disponibilité de données aux administrations. Et nous offrons aussi la garantie de disponibilité très élevée, 99% pendant la semaine et 95% pendant les week-ends, les fériés et les nuits. C'est garanti par des accords avec nos partenaires. Je propose quelques exemples ici dans le prochain diapo. Un des use cases, nous avons les autorités de transport qui offrent leurs utilisateurs des tarifs spécifiques. Et ça considère aussi différentes informations sur l'utilisateur, y compris les bénéfices sociaux qu'ils reçoivent. Et il y a aussi l'utilisation de APIs, accès à données certifiées à travers API et aussi la dématérialisation totale du processus. Ça facilite le processement et ça réduit le risque des erreurs et de fraude. Nous avons ces données et nous distribuons et disséminons les données aux autorités de transport pour ce calcul. Le prochain, s'il vous plaît. Et donc, vous pouvez voir le système d'échange de données, DGE et API Sécu. Et donc, vous pouvez voir nos clients et les clients sécurité sociale, mais d'autres administrations. Quelles données pour quelle plateforme? Parce que j'en parle beaucoup des données, mais quelles données? Le prochain. Et donc, la présentation de la plateforme de données où nous avons des données. Ce sont tous les données, en effet, pour les calculs des pensions. La production en 2019 et nous avons
plus que 4 milliards de composants, plus de 70 000 utilisateurs. Et cette plateforme de données, c'est 6 ans de travail quasiment. Et donc, les données sont très, très progressives. Le prochain diapo, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons plusieurs acteurs, les travailleurs, l'agence de correction, et progressivement, nous avons 42 systèmes et donc la plateforme a toutes les données. Et c'est ça que nous avons ça, c'est une plateforme de données, mais nous avons d'autres plateformes. Prochain, s'il vous plaît. Merci. Ici, ça s'est commencé la production en 2019 et la plateforme disponibilise les ressources pour les individus. Et donc, nous avons salaire, c'est clair, mais nous avons d'autres sources de recettes. Nous avons DSN et Passero. Aussi, nous avons les clients, tous les clients. Ce sont des différentes institutions de sécurité sociale ou aussi l'administration publique. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelques cas. Merci. Et donc, la plateforme a la possibilité de faire les calculs entre chaque fonds, famille de fonds, des calculs pour les différentes années, avec une mise à jour à chaque mois, qui est faite directement par le DRM. On peut faire des calculs de pension, des différents fonds de pension, et tous les systèmes directement par le DRM. Et la mise à jour, c'est pour la fin de cette année 2022. Et donc, nous avons maintenant les chiffres ici sur le diapo, plus de 95 millions de blocs individuels reçus. Et nous avons puis les chiffres
pas les numéros de restitution, etc. Bon, vous pouvez voir toutes les informations sur le diapositive. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, doutes. Merci beaucoup pour l'attention, mesdames et messieurs. Peut-être on peut voir quelques questions. Merci beaucoup, Maria. Et maintenant, bon, je veux inviter Andrés. Est-ce que vous m'écoutez bien? Vous m'entendez? Oui? D'accord. Donc, excellent, la présentation. Et qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Quelles sont les questions, commentaires? On passe la parole à vous, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, des commentaires pour Maria. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience en ce qui concerne l'intégration des systèmes. Mais qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Vos questions, vos commentaires, je vous prie. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Merci beaucoup, Maria. Excellent, la présentation. Ce sont plusieurs programmes et politiques que nous avons ici aussi. Mais j'ai une question, même pour les participants qui pensent comment en penser des systèmes de sécurité sociale, d'assistance sociale et l'interopérabilité entre ces systèmes. Si vous pouvez nous en parler, comment ce système peut être compris par ceux qui en profitent des services, ceux qui profitent des systèmes, les utilisateurs. Parce que pour moi, c'est très intéressant de voir que vous avez une loi et des bons rapports, de bonnes relations entre les administrateurs et les institutions publiques. Et ça, c'est une question que nous avons dans plusieurs pays. Comment travailler de cette façon? Merci. Je vais répondre en français. Answer in French, if possible. So it's okay. C'est pour nous aussi une préoccupation constante, en fait. Hein. Comment évoluer, faire évoluer le service, mais comment l'évaluer aussi. Et comment rendre des comptes à nos décideurs politiques. Donc, évidemment, il y a les clubs utilisateurs qui pour nous sont très importants. Il y a des enquêtes aussi de satisfaction, mais en général une fois par an. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place vraiment un monitoring, un pilotage en fait de l'utilisation des systèmes d'information. Par exemple, du portail, l'assurance retraite, le nombre de connexions, le nombre d'ouvertures de comptes en ligne.
Après, il y a l'évaluation du service, de ce que ça apporte aux usagers, mais il y a aussi, pour nos décideurs politiques, l'évaluation aussi de ce que ça coûte. C'est très important aussi pour les décideurs politiques, hein, ce ratio. Alors là, effectivement, vous avez vu que nos systèmes d'information ont un coût certain, un certain coût, mais un coût certain. Donc, nos développeurs, toutes les personnes qui travaillent dans les IT rentrent vraiment de façon individuelle leur temps de travail sur un outil de comptabilité analytique. Donc, les coûts sont vraiment suivis de très, très près et renseignés de très, très près. C'est-à-dire, on peut vraiment savoir combien en euros ou en jours hommes a coûté la construction ou coûte la maintenance de tel système d'information, de tel IT. Et après, ce qui est le plus compliqué, et on n'a pas trouvé le moyen le plus simple de le faire encore, c'est cette équation entre est-ce que finalement ce coût-là, le coût, est justifié par la valeur apportée par le service. Et là, on est en constante recherche en fait de cette équation. Quel est le meilleur coût pour un service donné? Voilà, et encore une fois, j'insiste sur le rôle là-dessus pour y arriver, sur le rôle des utilisateurs. Parce que certes, il y a la loi qui nous dit ce qu'on doit faire, mais il y a surtout après les utilisateurs, donc les clubs utilisateurs, les enquêtes de satisfaction sont très importants pour que l'utilisateur lui-même nous dise, pour qu'il puisse nous dire, est-ce que vous avez bien décliné la loi dans votre système d'information, dans votre système de gestion. Voilà ce que je peux apporter comme réponse. Merci, Maria. Very clear, thank you. Très clair, merci, Maria. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Andrés? Oui, quelques questions pour Maria et d'autres. Vous avez parlé un petit peu de cet équilibre des solutions. Et donc, l'autre question, c'est comment faire l'équilibre dans le secteur de sécurité sociale pour l'amélioration de l'efficience du système, pour réduire la charge sur ceux qui reçoivent les bénéfices, les systèmes. Comment ça fonctionne, cet équilibre, si vous pouvez en parler un petit peu plus? OK. Très sincèrement, je ne sais pas s'il y a un compromis qui est possible, en fait. Mais alors, parce que effectivement, notre rôle, c'est de rendre un service et de traiter des situations complexes, parfois que même le secteur privé ne souhaite pas traiter, puisque nous sommes la sécurité sociale, donc un service public, donc nous traitons des situations très compliquées, encore une fois, hein, qui sont parfois aux dépopulations, qui sont voilà, rejetées par le secteur privé. Et en même temps, on nous demande de trouver des systèmes informatiques, des solutions simples à un coût maîtrisé, un coût qui serait raisonnable. Donc là, le compromis, effectivement, n'est pas évident. Mais je pense sincèrement, par contre, je suis convaincue que le levier pour pouvoir effectivement traiter les dossiers complexes à un coût maîtrisé, puisque nous engageons du budget public, effectivement, c'est bien le IT, enfin, c'est bien les systèmes d'information qui peuvent nous le permettre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous disposons de beaucoup de data, enfin de données, et plutôt que de les retraiter de chaque organisation, les collectes, les retraites, chaque organisation les demande
aux assurés, plutôt que de les demander à plusieurs reprises, plutôt que de les retraiter, on peut les partager. C'est vraiment le but en fait des systèmes d'échange, des systèmes informatiques d'échange, c'est de partager, de ne pas retraiter les informations et de ne pas les demander aux assurés qui parfois effectivement sont dans des situations fragiles et très compliquées. Et je pense aussi que notre rôle, c'est de faire le chemin vers ce compromis, c'est de le rechercher. Donc voilà, le IT, c'est déjà un bout de ce chemin parcouru. C'est certain que c'est un levier. John answers your question. Excellent, excellent. Nous avons d'autres questions sur le chat, mais j'ai aussi une question à vous faire, mais avant ça, je voulais donner la parole à Jane. Quelles sont vos pensées à Maria, si vous avez la parole, Jane. Congratulations, Marie. Félicitations pour cette présentation excellente. Ma question, c'est un peu non technique. D'abord, comment convaincre les parties intéressées à se rejoindre? Parce que ça se passe seulement quand un système est déjà en exécution. La deuxième partie de la question, quand ils ont décidé de rejoindre Avo, comment c'est la communication avec eux? Est-ce que, oui, comment se passe la communication? Ce sont les deux questions que j'ai. Merci. Alors, en tout cas, en France, il faut avoir un sponsor politique, ce que j'appelle, pour avoir qu'on puisse avoir des partenaires et qui participent en fait aux échanges de données. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, nous avons donc tous les ans une loi de la sécurité sociale, mais une loi qui n'est pas élaborée par le gouvernement tout seul. C'est-à-dire, nous sommes proactifs. C'est-à-dire, nous apportons en fait une offre de services, des idées, parfois même de stratégies, voilà, d'utilisation des systèmes de partage de données. Et ces idées ou ces solutions, en fait, sont retranscrites ou pas dans la loi, si le gouvernement ne les accepte pas. Voilà. Et typiquement, le système de partage de ressources, hein, le DRM, c'est effectivement ce système-là, c'est-à-dire des données de ressources qui sont poussées vers d'autres partenaires pour calculer des aides sociales. Voilà, c'est quelque chose qui a été inscrit dans la loi avec une trajectoire, c'est-à-dire telle organisation ou tel partenaire doit utiliser ce dispositif pour le calcul de telle aide. Bien sûr, progressivement, pas tout le monde en même temps. Et effectivement, ensuite, ces partenaires se mettent en rapport avec nous pour la contractualisation, pour tous les aspects de construction ensuite des adhérences entre nos systèmes d'information à mettre en place. Donc, nous mettons en place ensuite des projets très opérationnels pour décliner la loi. Mais au départ, il nous faut un sponsoring effectivement politique. C'est de cette façon-là que la DSN a été faite aussi. En France, ça a mis 10 ans, mais il y a eu des partenaires et publics et privés pour que cette déclaration unique, une déclaration sociale unique, puisse se mettre en place. Et effectivement, c'est parce que aussi il y avait une volonté politique du gouvernement pour que ça puisse se mettre en place. Voilà, donc parfois, ce n'est pas que du volontariat. Ce n'est pas basé, ces travaux-là ne sont pas basés que sur le volontariat. Et effectivement, ça aide aussi, il nous faut un sponsoring politique aussi parce qu'en général,
ces projets-là nécessitent des moyens, donc un budget, et parfois plutôt important. Et donc, effectivement, les deux, et la volonté et les moyens, sont facilités lorsqu'il y a une volonté politique. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu. Yes. La deuxième question, c'est sur les aspects des transferts de données. Et comment garantir que ça ne va pas finir dans des mains trompées? Oui, effectivement, c'est une question qui doit être traitée non pas au moment de la mise en place, mais pour moi, même au moment de la conception des solutions de partage de données. Pour vous donner un exemple, le dispositif de ressources mensuelles, donc le DRM, au moment même de la conception et donc de la proposition que nous avions fait de solutions informatiques, la question des données personnelles s'est posée, puisqu'il s'agit de salaires, de ressources, donc des données très sensibles, très personnelles. Dans la phase de conception de la solution, nous avons dû respecter des exigences de sécurité. Et par exemple, au départ, dans le premier plan d'architecture, nous avions prévu de mettre en place une base, et pour les salaires et pour les taxes. Et finalement, pour répondre à nos autorités en charge de la sécurité informatique, on a dû faire deux bases, en fait, séparément, pour les salaires et pour les taxes, pour que justement, en cas d'attaque ou en cas d'invasion, en fait, on puisse avoir quand même cette séparation entre les deux, que toutes les données ne soient pas compromises. C'était l'une des garanties de sécurité. Il y en avait d'autres, mais c'est pour vous donner un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'avait pas pris en compte ces exigences par rapport aux données personnelles dès le départ, dès la conception, on serait parti dès le départ sur une base unique. Et en fait, je suis désolée pour le bruit, j'avais pourtant prévenu, excusez-moi, toute la construction aurait été compromise, en fait, du système. Après, si on était parti sans tenir compte dès le départ de ces exigences. Et juste pour terminer, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de... Voilà, il y a un mode de fabrication qui est le DevOps, cette méthode de fabrication de logiciels, hein, vous le savez. Pour nous, c'est DevSecOps, c'est-à-dire, effectivement, la sécurité, elle doit être dès le départ dans les développements. Alors, avant la prochaine question, je vais juste m'absenter 2 secondes pour prévenir pour les travaux. Je suis désolée, j'arrive. Maybe as Maria fixes whatever that she has to fix, I again encourage our audience that you can, if you have any question, we can not only take questions from speakers, we can also have questions from the audience, and you can put them in the chat box. We'll be able to read them. Yes, Maria, you can go on. Were you done? I didn't hear the question. Were you done with the response? Just a small question, but it might be important for the other audiences. So, okay. Peut-être si un autre pays veut implémenter un système, quels sont les apprentissages les plus importants que vous pouvez partager avec nous pour penser à ça et n'oubliez pas? Oui, volontiers. Je veux partager en fait les quelques leçons ou enseignements parce que en fait dans les lignes rouges ou les prérequis,
Je pense qu'il faut tout d'abord avoir une très claire expression de la stratégie fonctionnelle. Quels sont les objectifs du système qu'on nous demande, ou de la plateforme, ou du système d'échange? À quoi ça doit servir? Cette simple question qui est absolument importante. Pour les API, vous voyez, on peut très facilement, on peut mettre en place une solution technologique, mais si vous n'avez pas les cas d'usage, ça ne sert à rien. Donc, il faut d'abord cette stratégie, en fait, claire. Ensuite, la technologie va suivre. Vous pouvez utiliser différentes technologies tant que votre effectivement, stratégie est claire. Ensuite, pour moi, le plus important est le staffing, ou les personnes, l'humain, les compétences. Voilà, vous pouvez, quand vous construisez des systèmes d'échange ou des plateformes de données, il faut des compétences certaines en ce qui concerne la conception. Donc, effectivement, à traduire cette stratégie dans la solution technologique. Donc, il faut des concepteurs, des architectes. Après, il faut effectivement des compétences surtout de pilotage, de direction de programme ou de product owner, enfin on peut l'appeler comme on veut. Effectivement, je ne réduis pas le besoin en développement, en compétences de développement, mais aujourd'hui, c'est vrai que vous avez des technologies qui peuvent être un peu à la portée pas de tous, mais voilà, vous avez du low-code, vous avez des robots qui savent coder ou qui commencent à coder. Donc, quelque part, c'est la phase, d'abord, expression des besoins ou des use cases, ou voilà, de la stratégie. Ensuite, la conception. Et ensuite, effectivement, c'est, surtout pour les grands projets, celui qui va piloter, celui qui va diriger l'ensemble des équipes et le programme. Autre prérequis ou point très important, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est la méthode de fabrication, le procédé. L'agile, DevOps, Safe, c'est très à la mode, mais est-ce que vous pouvez faire de l'agile partout? Quand vous construisez une plateforme ou un système, un software qui est from scratch, c'est-à-dire tout neuf, sans être intégré dans un écosystème plus global, oui, c'est plus facile. Mais si vous devez l'intégrer dans un écosystème plus global et compliqué, dans ce cas-là, l'agile, c'est plus compliqué. Donc, il faut adapter, même si de prime abord, ça peut paraître séduisant. Je pense que c'est très important d'adapter le mode de fabrication à l'écosystème, au contexte local. Et après, de mon expérience aussi, le DRM, la base ressources, c'était justement un système construit from scratch, tout neuf. Donc, effectivement, là, ça peut être fait relativement vite, mais lorsque vous commencez à l'intégrer avec les systèmes d'information des partenaires, c'est en fait là qu'il faut, je reviens sur les compétences, absolument des personnes, des connaisseurs des systèmes anciens, des systèmes, des écosystèmes en fait, pour ne pas être en régression, pour ne pas avoir des failles en fait dans les systèmes. Finalement, la technologie, par rapport à l'humain, on voit qu'on peut choisir du Java, on peut choisir du low-code, on peut choisir de l'Angular. La technologie, elle suit quasiment, j'ai envie de dire, si vous avez les conditions que j'ai énumérées précédemment. Et enfin, juste un point important aussi, je l'ai dit tout à l'heure, dans nos organisations, dans nos écosystèmes compliqués, dans nos écosystèmes IT aussi compliqués, il est vrai qu'il nous faut le sponsor politique, ne serait-ce que parce qu'effectivement, là, il s'agit de données très sensibles, données de santé, données de ressources, d'identification des personnes. Et donc, il nous faut la couverture politique, la loi, voilà, souvent qui est avec nous. Alors, je l'ai dit, hein, pour le budget, certes, pour les moyens, pour avoir ce prérequis, mais aussi parce qu'effectivement,
on a des sujets de type usage de données sensibles, comment nous prémunir grâce à la loi, grâce à toutes les autorités qui interviennent auditer nos dispositifs de sécurité, etc. Voilà ce sont les prérequis et en même temps les risques à gérer, c'est-à-dire vous devez avoir vraiment sécurisé ces points-là pour moi lorsque vous vous lancez dans la construction dans les programmes IT en général. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Yes. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you very much, Jen and Andres. Before I... De lire les questions. La première question, c'est une confirmation, si vous voulez. Le système est utilisé pour la collecte des cotisations, des contributions, c'est ça? Les systèmes sont utilisés pour les cotisations et peut-être lié à cela, parce que je comprends que vous avez plusieurs clients et il y a des personnes avec des carrières, avec des différents fournisseurs de pensions. Comment est l'administration de tout ça, des différentes carrières, des différents fournisseurs, etc. Est-ce que ça se passe en France? Et si ça se passe, comment est-ce que l'administration dans le système et aussi la satisfaction? Comment est-ce que vous mesurez la satisfaction, pas seulement vos clients, mais aussi les retraités, ceux qui reçoivent les pensions? Merci. Okay. Alors, sur le premier point, pour les cotisations ou les cotisations sociales ou bien les impôts, donc les contributions fiscales, ce n'est pas notre institution qui s'en charge. Hein. Il y a bien une agence de recouvrement pour les cotisations sociales qui a son propre écosystème IT. Et pour les impôts, il y a une administration publique qui est en dehors de la sécurité sociale, qui collecte et qui calcule les impôts réellement. Donc, deux institutions séparées et nous avons des liens, effectivement, nous avons des partages de données avec ces institutions, beaucoup, effectivement, mais le calcul, le recouvrement, la collecte se fait dans d'autres organisations. Nous n'avons pas encore mutualisé, en tout cas, ces activités-là, pas du tout. Ce sont des activités cœur de métier d'autres organisations, voilà, d'une administration publique et d'une autre institution de sécurité sociale qui est l'agence de recouvrement social. Sur le point, effectivement, ensuite, calcul des pensions. Effectivement, nous avons la base de données de carrière unique, effectivement. Et comme je vous ai dit, son chargement et puis son utilisation sont progressifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données sont collectées, là, dans cette base, mais pour que chaque système vienne ensuite consommer ces données pour faire les calculs de sa pension, ce n'est pas encore le cas pour l'ensemble des régimes. Ça se fait progressivement, puisque justement, ce que je disais, l'intégration avec les systèmes de calcul de nos partenaires n'est pas très facile, n'est pas aisé. Et puis de plus, actuellement, dans la loi, de toute façon, chaque régime, chaque système de pension est en charge d'une population donnée, du calcul de la pension d'une population donnée. Donc, notre institution ne couvre pas et ne fait pas le calcul pour l'ensemble des pensions de retraite en France. Mais par contre, effectivement, cette base de données unique avec les données de carrière, elle existe déjà. Et c'est effectivement la CNAV qui l'opère, qui l'a construit et qui l'opère. Pardon, et est-ce que je n'ai peut-être pas répondu au troisième point? Est-ce que vous pouvez me le rappeler? Pardon.
satisfaction des bénéficiaires, vos clients, les institutions, mais aussi ceux qui reçoivent les pensions. À partir des données, je ne sais pas comment est la satisfaction. Je vous ai dit qu'il y a l'enquête de satisfaction annuelle et des clubs utilisateurs par système d'information, par ESI, pour nous permettre de voir les évolutions possibles. Dans ces clubs utilisateurs, par exemple, pour les aides sociales, nous avons par exemple des retraités volontaires de certaines régions qui participent à ces clubs pour nous dire par exemple que sur tel site, ils voudraient avoir des activités qui sont proposées dans leur région pour avoir en ligne directement les demandes d'aide sociale que nous proposons, par exemple pour l'aménagement des habitations des retraités, pour le maintien de l'autonomie des retraités. Et donc, effectivement, comme les retraités ont un petit peu plus de temps, on essaye de les associer de plus en plus à ces clubs utilisateurs qui nous permettent de faire évoluer en fait les sites ou les systèmes d'information qu'on peut, enfin les IT qu'on peut leur proposer. Nous avons aussi des clubs utilisateurs pour les utilisateurs internes de nos systèmes d'information. De la même manière, les utilisateurs finaux, vous l'avez vu dans les CARSAT, dans les agences, pour effectivement nous remonter les souhaits d'évolution aussi des systèmes d'information. Ce qu'on n'a pas assez développé, mais c'est quelque chose vraiment à faire, c'est comme dans le secteur privé, c'est d'avoir en fait une évaluation au fil de l'eau. C'est-à-dire d'avoir, par exemple, après avoir utilisé un service de notre site, d'avoir immédiatement un push avec une enquête pour avoir en fait les réponses au fil de l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on a identifié, mais qui reste à faire effectivement pour avoir vraiment ce qu'on appelle l'évaluation réellement au fil de l'eau, de nos services, pas de l'humain, des personnes qui répondent, par exemple au téléphone, mais ça, on l'a déjà, mais d'avoir aussi cette évaluation au fil de l'eau en temps réel pour les services. Ça reste à faire, effectivement. Par exemple, d'un service de chat ou d'une demande en ligne. Est-ce que ça s'est bien passé d'avoir voilà, ces données-là. Après, nous avons maintenant la veille, pardon, et je termine, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui est très prenant. Nous avons mis en place la veille sur les réseaux sociaux, puisque maintenant, la satisfaction, elle est largement aussi mesurée au travers des réseaux sociaux. Par exemple, quand on a eu des opérations, par exemple, de revalorisation des montants des retraites ou autres, et ben, vous avez tout de suite après des tweets ou avec des cas très concrets parfois, des cas très personnels de personnes qui nous remontent voilà, leur satisfaction ou insatisfaction du service IT. Donc, il y a beaucoup, effectivement, il y a LinkedIn, il y a Twitter, et effectivement, la CNAV est présente sur quasiment tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Nous avons deux questions. La première question, je pense que vous avez déjà répondu. Et après la réponse, je veux lire la deuxième. Donc, la première question est de Dubois, Monsieur Dubois. Au-delà de la standardisation des API et interopérabilité des standards d'échange de données. Et donc, la question est, est-ce que vous utilisez catalogue de normalisation des données pour partager la même interprétation des données entre les parties? Est-ce qu'il y a un standard français ou un standard international? Oui, effectivement, avec ce type de solution, la question est effectivement très prenante. En fait, en tout cas, l'API Sécu utilise effectivement un catalogue, mais qui est français, du coup, et pas international. Le JSON format des données, en tout cas, qui circulent, effectivement, est plutôt international. Donc, la réponse est hybride, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que pour le moment, la standardisation
et française, enfin interne, parce que pour le moment, on n'a pas, enfin c'est selon les demandes qu'on a eues, hein, et comme je l'ai dit, les cas d'utilisation sont encore en cours de définition. Donc pour le moment, on construit ce catalogue au fil de l'eau. Et après, le format pour la transmission de données, lui, est plutôt international. Donc effectivement, si la question sous-jacente derrière est est-ce que en fait ces solutions pourraient ensuite être ouvertes plus vers l'international, oui, avec un peu d'adaptation. Techniquement, on pourrait. Après, il reste la question de la couverture réglementaire. Voilà. Et la couverture réglementaire parce qu'il y a des données très sensibles, voilà, et personnelles. Pour le moment, l'API-Sécu, je ne sais pas si vous aviez bien saisi, mais effectivement, l'API-Sécu, pour le moment, les données ne sont ouvertes que vers les partenaires de la sécurité sociale, de la sphère publique, hein, pas encore, effectivement, pour le moment, hein, le secteur privé, par exemple. Mais si demain, au niveau international, il y a d'autres institutions de sécurité sociale ou administration, techniquement, en tout cas, évidemment, nous pouvons adapter la solution. Deuxième question ici sur le chat, c'est en français, d'accord? La question c'est, la question vient de Mujawa Bega et la question est comment se fait la vérification de l'authenticité des documents soumis par les bénéficiaires vivant à l'étranger? Est-ce que vous recevez de tels documents? Si oui, comment se font les vérifications? Merci. Oui, oui, bien sûr que effectivement, vous l'avez vu, hein, le volume d'individus et des données du coup qu'on gère est bien supérieur à la population française parce qu'effectivement, il y a les personnes nées à l'étranger mais qui ont travaillé en France. Il y a aussi les retraités, même nés en France, mais qui choisissent de vivre à l'étranger, comme je l'ai dit. Donc forcément, il y a des éléments, que ce soit pendant la vie active, donc des documents pendant la vie active, comme des actes de naissance, par exemple, ce type de documents que nous avons à réceptionner et à authentifier. Mais il y a aussi ensuite des documents, une fois que les personnes perçoivent déjà la retraite, comme le certificat de vie, aussi, hein, des documents que nous demandons pour continuer, enfin justifier le versement de la pension et continuer à verser la pension de retraite. Alors, le sujet est très complexe, effectivement, pour l'authenticité, puisque vous voyez bien, c'est moins un sujet ensuite d'informatique ou de système d'information, plus même un sujet qui relève de conventions, parfois bilatérales avec les pays, un sujet qui relève de la réglementation. Le système d'information ici ne peut aider que, par exemple, pour des contrôles de type contrôle embarqué ou soit a posteriori, soit a priori, mais à condition, là encore, je rappelle ce que j'ai dit précédemment, à condition que ces contrôles nous soient bien spécifiés. C'est-à-dire, si on nous dit qu'il faut contrôler sur l'acte de naissance, par exemple, ou sur le certificat de vie, tel champ et tel champ, et que les caractères doivent être de tel type ou tel type, on pourrait le faire. Il y a actuellement des logiciels d'ailleurs qui permettent de faire ce type de contrôle et même qu'on peut utiliser sans développer quelque chose en interne. Mais pour nous, en fait, ces choses-là, on pourrait les implémenter uniquement si ce type de contrôle nous sont demandés et bien spécifiés. Donc, effectivement, ce sujet relève après plus du conventionnement entre les pays, de la réglementation, etc. La reconnaissance d'images, l'intelligence artificielle, ça peut aussi aider, hein. On a commencé à expérimenter un petit peu ce genre de solution. Mais là aussi,
vous le savez, la technologie ou l'intelligence artificielle même, elle est là, mais si on ne sait pas ce qu'on cherche, si on ne sait pas sur quel champ de tel document, en fait, identifier la marge d'erreur possible, par exemple, on a beau utiliser l'intelligence artificielle, ça ne nous servira pas à grand-chose. Donc voilà, j'insiste là typiquement, sur le besoin d'avoir une demande claire sur voilà, qu'est-ce l'authentification sur quel type de document. Et que ce soit des documents de l'étranger ou pas, hein, en fin de compte, puisque c'est la même problématique, même s'il s'agit de documents internes. On le voit par exemple avec l'attribution des numéros de sécurité sociale, hein, la CNAV est opérateur aussi. On voit que parfois, même en interne, il peut y avoir besoin, enfin pour des personnes nées en France, malgré tout, il peut y avoir des confusions d'identité. Donc voilà, nous avons des problématiques effectivement là aussi, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour avoir plus de critères de rapprochement et ne pas confondre les identités de deux personnes qui auraient quasiment, les mêmes, par exemple, qui auraient le même premier nom, le même nom de famille, etc. Ça peut arriver malgré tout, même pour les personnes nées en France, en fait. On a quand même encore ces problématiques. Merci pour la clarification. Je pense que nous arrivons à la fin de cet webinaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du public. Je voudrais donner aux conférenciers la parole s'ils ont quelque chose à partager additionnellement ou les derniers mots. Je vous donne 1 minute à chaque présentateur. Andrés, s'il vous plaît. Merci. Quelques mots finaux. Merci Bonaparte. Oui, il y a quelques informations aussi des réponses de Maria. Une chose importante à réfléchir, c'est les frameworks légaux qui existent ou n'existent pas dans le pays et qui devaient précéder n'importe quelle solution technologique, parce que parfois nous sommes pressés pour trouver une solution technologique sans voir quels sont les accords qui existent déjà, quels sont les défis. Et aussi, il faut dédier beaucoup de temps pour coordonner des différents parties intéressées qui nous fournissent des solutions à la population. Un secteur, seulement pour mentionner, donc le programme apporte quelques changements des acteurs humanitariens avec la protection sociale, assistance sociale, et nous aidons les gouvernements à penser précisément aux arrangements institutionnels nécessaires et aussi quels sont les frameworks nécessaires, les structures. Et il faut renforcer tout ça comme Maria nous a illustré. Il y a beaucoup de bonnes pratiques et tout le monde travaille dans un contexte différent. Il faut échanger des informations pour savoir comment faire dans le futur. Merci beaucoup, Maria, pour la présentation et les interventions. Merci beaucoup pour ça, Andrés. Jen? Oui, donc les leçons apprises de cet webinaire. D'abord, il faut commencer avec le support correct, avec la technologie, la législation, le programme, parce que l'écosystème puisse avancer et la technologie soit disponible à tous. Deuxièmement, il faut faire le design du système avec penser avec le client. Qui sera le client affecté? Et après, il faut utiliser la sécurité, la privacité pour dessiner le système
et aussi pour construire le système. Et la quatrième chose, c'est utiliser des standards très élevés et aussi nationaux. Si les modèles nationaux ne sont pas disponibles, il faut utiliser les internationaux pour que le système puisse être utilisé par les utilisateurs finaux. Je crois à ça. Merci. Merci beaucoup. Et Andreas et Jane pour vraiment nous aider à digérer cette présentation avec vos questions. C'était vraiment très utile. Et finalement, je voudrais aussi écouter de Maria à partir des questions qui sont été posées et les pensées finales des personnes ici, les panélistes. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet finalement? Quels sont vos derniers mots? C'est une question à moi? Oui. Je voulais que vous disiez vos pensées finales. Quelles sont? Pour conclure. Je vais revenir sur un petit point que j'avais abordé tout à l'heure en vous disant qu'effectivement, je pense que notre rôle en tant que service public, c'est effectivement de, certes, appliquer la loi, mais c'est la base, c'est le service premier, le service basique, mais le service plus, c'est effectivement de s'occuper des populations les plus fragiles. Et en fait, je pense que c'est ce qui motive aujourd'hui beaucoup de ces compétences très rares qu'on a du mal à identifier sur le marché IT, en tout cas en France, mais je crois savoir que c'est un peu partout en ce moment dans tous les pays. Et c'est effectivement, en même temps, c'est difficile d'avoir cette équation entre on doit s'occuper des populations les plus fragiles, avec des situations les plus compliquées, avec des IT avec des moyens raisonnables, mais en même temps, c'est la motivation de beaucoup de personnes qui viennent, qui nous rejoignent, qui viennent travailler dans nos organisations. Et donc, je pense qu'en ce sens-là, on peut être fier, en fait, voilà, qu'on travaille pour cette cause commune et à une très, très forte plus-value sociétale, et ce qui nous permet aussi du coup de proposer un service et notamment des systèmes d'information de qualité. Donc voilà, je voulais terminer, je voulais redévelopper cette idée et puis terminer sur ce point-là, mon intervention. Merci beaucoup, Maria. Je pense que je suis sûr que les participants, n'importe où vous êtes dans le monde, tout le monde félicite Marie pour sa présentation. Je suis sûr qu'il y a plusieurs initiatives dans différents pays. Et merci beaucoup aux organisateurs parce que c'est un topic très, très important. Il faut donner le meilleur service en utilisant la technologie la plus adéquate. Donc, c'est bon d'avoir cette conversation dans ce moment particulier. Et avec ça, je veux remercier tout le monde, surtout Maria, Andrés et Jane pour vos contributions. Et je passe la parole à nouveau au modérateur, Judith. Merci aussi. Maria nous a apporté beaucoup d'idées. C'était un plaisir d'apprendre avec vous et je suis sûr que tout le monde pense la même chose. Quand tout le monde fait un rond d'applaudissements internement devant son ordinateur ou individuellement. Merci de participer à cette séance. Nous avons aussi des séances précédentes. Si vous avez intérêt à ces sujets, vous pouvez visiter le site web et écouter parce que nous avons les enregistrements des autres séances et nous allons faire la même chose pour cette d'aujourd'hui. Ça va être
télécharger dans quelques semaines si vous voulez visiter les séances précédentes. Et les autres discussions sont disponibles et vous pouvez certainement faire ça. Sinon, merci beaucoup. Et il y a un lien partagé et vous pouvez répondre quelques questions, s'il vous plaît, pour nous donner quelques feedbacks. Nous contacter, s'il vous plaît, si vous voulez d'autres séances. D'autres séances seront en octobre et vous pouvez nous écrire également un email sp/convergence.org. C'est ça, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée aujourd'hui encore et merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Ciao.